Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir d'être avec vous cet après-midi et de voir que la salle est bien remplie. Ça démontre que le thème du changement climatique nous considère tous, c'est-à-dire que tout le monde est en train de faire de progrès ou de faire, comme M. Romes vient de le dire, avancer les choses. Et ça, c'est le mot qu'il faut dire, faire avancer les choses de manière responsable pour pouvoir garantir notre qualité de vie. Ça, c'est le but, en fait, d'agir responsablement et de lutter contre le changement climatique. Le changement climatique est probablement le plus grand défi, le plus grand danger pour la stabilité de nos économies, pour la stabilité de nos politiques et pour la sécurité de nous tous. Nous ne pourrons résoudre les défis de la pauvreté, de la faim, des migrations qui nous concernent tous, sans tenir compte des limites de notre planète et tous ensemble combattre le changement climatique et travailler pour la protection de notre planète. Ce n'est pas seulement un défi, mais en fait c'est une chance à prendre, une opportunité pour nos économies de construire un nouveau modèle économique. Et en fait, ça c'est le thème d'aujourd'hui et le partage des bons exemples, le partage des expériences était au centre aussi de nos discussions. Il sera au centre des discussions à Marrakech qu'on aura environ en 2 mois. L'accord de Paris est la première réponse globale à un défi global. Une réponse politique et une décision prise l'année passée qui maintenant doit être traduite en réalité et qui est déjà en train d'être traduite parce qu'il y a des bons exemples à partager cet après-midi. C'est aussi un signe d'espoir que la politique peut agir et que le monde peut agir s'il y a des défis globaux. L'accord de Paris, adopté au 12 décembre 2015, poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et faire tout du possible et poursuivre tous les efforts pour limiter ce réchauffement climatique à 1,5 degré. Deuxièmement, renforcer les capacités d'adaptation aux effets néfastes du changement climatique, c'est-à-dire travailler pour une société plus résiliente. Et enfin, rendre les flux financiers compatibles avec une trajectoire d'évolution vers un développement à faible émission, c'est-à-dire regarder où est-ce que l'argent va et transformer ces flux. C'est des messages très très clairs, messages clairs pour les politiciens, messages très clairs pour l'économie et pour la société civile. Depuis Paris, les politiciens n'ont pas rien travaillé. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? En fait, on a fait la signature et ça c'était du jamais vu. Le 22 avril 2016, 175 partis étaient là pour signer l'accord de Paris. En cet instant, c'est 180 partis qui ont déjà signé, c'est-à-dire c'est du jamais vu au niveau de l'engagement politique. Moins d'une année, c'est la Chine et les États-Unis qui ont déjà ratifié maintenant l'accord de Paris. En tout et pour tout, pour l'instant, il y a 27 États qui ont déjà ratifié l'accord et ça représente environ 40%. C'est-à-dire que maintenant, l'Europe doit agir. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? À moins d'une année de l'adoption de l'accord de Paris, on risque, et je dis on risque, mais j'espère tout profondément qu'il va entrer en vigueur, même pas une année après l'adoption de cet accord. Juste pour vous dire, l'accord de Kyoto a fallu 8 années pour le faire ratifier, pour le faire entrer en vigueur. C'est-à-dire qu'on a une volonté politique jamais vue auparavant. Le succès, et maintenant je viens à vous, le succès de Paris est un succès qui n'est pas un succès purement politique. Avant tout, des innombrables acteurs et aussi le monde économique et les collectivités locales, la société civile, ont contribué à avoir cet accord de Paris.
président de la COP 21, Laurent Fabius, a su habilement associer tous les acteurs pendant toute l'année. Tout le monde a reconnu l'urgence d'agir et les opportunités à saisir. Et moi, j'étais plusieurs fois à Paris pour rencontrer aussi des acteurs du monde économique où il y a eu une grande dynamique. Et maintenant, je reviens à ce que je dois vous raconter cet après-midi pour un peu vous mettre dans l'accord et qu'est-ce qu'il y a dans l'accord. Respecter l'objectif des 2 degrés, faire tous les efforts vers les 1,5 signifie que le pic des émissions mondiales doit se produire aussi rapidement que possible et que la neutralité climatique doit être atteinte au cours de la deuxième moitié de ce siècle. C'est-à-dire, à long terme, les pays devront diminuer les émissions. Nous devons diminuer de 80 à 90% d'ici 2050. Donc, pour le traduire tout simplement, il nous faut la sortie des énergies fossiles et c'est incontournable si on veut réussir. Pour le moyen et le moyen terme, l'Union européenne a dit qu'on va diminuer nos émissions de au moins 40% jusqu'en 2030 par rapport au niveau de 1990. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais prendre le slide, je dirais. Ça, c'est ce qu'on a maintenant. En Europe, on a le système non-ETS et ETS. Et ça veut dire que si l'on regarde les émissions du secteur soumis au système d'échange des quotas, c'est-à-dire avant tout l'industrie et le secteur de la production d'électricité, nous devrons réduire de, comme vous voyez ici, c'est la deuxième partie, de au moins 43%. Si l'on regarde le non-ETS, donc ce que nous devons faire au niveau national, c'est-à-dire dans le secteur bâtiment, transport, agriculture, déchets, gaz fluorés, les émissions devront être réduites de 30% par rapport au niveau de 2005. L'accord de Paris nous fait donc un défi et je dois vous dire qu'au cœur de cet accord, on a un mécanisme d'ambition, un mécanisme qui, pour atteindre nos objectifs, nous dit qu'il faudra augmenter nos efforts pendant le temps. Et voilà ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Vous voyez la ligne bleue qui représente nos émissions. Vous voyez la ligne rouge. Ça, c'est ce qu'il faut faire. On voit bien, si vous regardez bien la ligne bleue, que depuis 2005, dans les dernières années, les émissions sont en baisse. Et que, en fait, ça c'est la bonne nouvelle à vous dire, on est en ligne et on pourra atteindre nos objectifs sans devoir aller acheter. Il y a donc eu un découplage entre l'évolution des émissions et, comme vous le savez, la croissance au niveau démographique et aussi au niveau économique. C'est-à-dire, on a réussi à découpler en ayant presque 100 000 personnes de plus au Luxembourg, ce qui, quand même, n'est pas mal. On est sur la trajectoire et on sait qu'on peut atteindre nos objectifs si tout le monde y travaille. Il ne faut pas dire, voilà, c'est simple, mais on peut vraiment être sur la trajectoire et découpler, et je crois que ça, c'est la bonne nouvelle. Au-delà de 2020, et ça c'est le prochain slide, vous voyez des projections. Notre budget d'émissions, et il faut le dire clairement, n'est pas encore connu avec précision, donc c'est une trajectoire possible. Mais vous voyez que les efforts à poursuivre ne seront pas moindres. Il faut dire que c'est probable
que le budget d'émission dont disposera le Luxembourg correspond donc à cette ligne et correspondra à 6,1 millions de tonnes en 2030. Ce qui paraît beaucoup pour nous est réalité aujourd'hui dans maints pays en Europe. Il faut le dire aussi. Donc, c'est réalisable, mais c'est un grand effort et il nous faudra tout le monde, tout le secteur économique, mais aussi la société civile pour atteindre nos objectifs. Le Luxembourg devra donc faire tous ses efforts possibles pour mobiliser les potentiels en économie d'énergie, donc c'est l'efficience énergétique, et aussi au niveau national pour générer plus d'énergie renouvelable, c'est-à-dire il y a deux éléments clés pour atteindre nos objectifs de Paris, c'est l'efficience énergétique et c'est la production d'énergie renouvelable qu'il faudra renforcer. Les co-bénéfices, et c'est de ceux-là qu'on parle cet après-midi, sont incontestés, que ce soit au niveau de la compétitivité, que ce soit au niveau de la création d'emplois, que ce soit au niveau de la diversification économique, de la santé, de la réduction de la pollution de l'air, etc. L'assainissement énergétique durable des bâtiments et l'énergie solaire devront revêtir aussi d'un caractère prioritaire, tout comme d'autres mesures qui ont été prises par le gouvernement. Et je crois que tout le monde a vu, par exemple, la banque climatique qu'on a présentée. Tout le monde a vu qu'il y a des nouveaux subsides au niveau de la construction durable. Donc, on essaye de vous donner des incitatifs à développer aussi du potentiel. Avant de finir, j'aimerais aussi vous parler d'un autre aspect de l'accord de Paris qu'il ne faut pas négliger, mais qui peut-être n'est pas si thématisé au Luxembourg. C'est les éléments de solidarité qui sont importants pour tous les pays qui sont le plus atteints du changement climatique, qui sont en voie de développement et surtout qui sont les plus pauvres et les plus vulnérables. Il y a l'adaptation au changement climatique, les pertes et dommages, et le renforcement des capacités et de financement qu'il faut énumérer. Les pays développés se sont engagés, et ceci non seulement à Paris, mais bien en avant à Copenhague, d'aller vers les 100 milliards de dollars en 2020, 100 milliards par année. La contribution du Luxembourg et l'engagement qu'on a pris bien avant Paris, c'est d'avoir 120 millions d'euros de 2014 à 2020, dont 35 millions d'euros pour le Fonds vert pour le climat. Il faut donc faire des efforts au niveau national pour le financement climatique international. C'est donc une promesse qu'on a donnée, mais ceci nous fait aussi des opportunités. Si je regarde par exemple notre engagement avec le Cap-Vert, où nous faisons un transfert de capacité, où il y a des firmes luxembourgeoises qui font des études de faisabilité et qui aident à développer l'économie, c'est aussi une situation win-win qui pourrait se produire pour nous au Luxembourg, tout en tenant notre engagement au niveau des pays en développement. Et n'oublions pas encore un autre objectif, c'est les flux financiers. Donc ici, on a une industrie financière aussi au Luxembourg, on a des compétences. Il y a des opportunités qui sont très concrètes. La promotion du Luxembourg comme centre international du financement climatique à travers une création d'une Climate Finance Task Force est en train de se faire. On a un partenariat avec le BEI. On est en train aussi de développer au Luxembourg un Climate Finance Label. Et aujourd'hui déjà, 50% des obligations vertes sont cotées au Luxembourg. Donc, il y a clairement des opportunités. Et c'est pour cela qu'on est là, ici, pour discuter des opportunités qui se donnent pour le Luxembourg, que ce soit dans le secteur de création d'emplois dans le bâtiment, que ce soit dans le secteur de l'efficience. Et je crois que les firmes ont toujours été dynamiques, ils veulent tous être efficients, et je crois que le Luxembourg a les meilleurs
a les meilleures dispositions à être à la tête du développement. Parce qu'en fait, de quoi est-ce qu'il s'agit? De créer une nouvelle sorte d'économie avec tous les acteurs. Et je crois que si on partage les bons exemples, si on prend la dynamique qui se pose, on pourra réussir tous ensemble, tout en respectant notre planète et le climat. Je vous remercie pour votre attention.